Salut à tous, c'est Taigo et bienvenue sur cette vidéo assez longue, soyons honnêtes, dans laquelle je vais vous parler du cross-format, mais vous aurez aussi l'interview du vainqueur de la saison d'inauguration du cross-format, la saison 0. On est tout simplement sur une vidéo récap qui va parler un petit peu de ce qui s'est passé et qui va surtout être très portée sur l'interview du vainqueur. Mais avant ça, je voulais quand même faire un récap assez global. J'avais envie de remercier tout le monde, tous ceux qui se sont intéressés au projet de près ou de loin, tous ceux qui sont venus sur le Discord, tous ceux qui ont commenté les différentes vidéos, tous ceux qui se sont abonnés, qui ont été présents. Bref, merci à tous, c'est que le début, on va continuer d'aller encore plus loin, encore plus fort, encore plus haut. À l'heure à laquelle je vous parle, la saison 1 a déjà commencé, la deuxième extension est déjà sortie, plein de nouveaux archétypes sont déjà là et les joueurs ont maintenant 200 cartes, même une nouvelle banlist est présente, beaucoup de choses changent et le format continue à évoluer. Mais vous inquiétez pas, il y aura plein de vidéos par la suite qui vous expliqueront tout ça. En parlant de vidéos, je voulais juste revenir bien sûr là-dessus. Si jamais vous connaissez pas le cross-format, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui parlent du projet. Vous avez une playlist entière qui est dédiée au cross-format et qui va continuer à se compléter au fur et à mesure. Et en parlant des vidéos, je voulais juste aborder un petit sujet. Je pense que je vais un petit peu changer la formule des vidéos que je sors jusqu'à présent. J'ai vraiment envie de pouvoir entretenir la hype du format et intéresser encore plus de monde sur ce dernier. Je mets beaucoup d'énergie et forcément j'ai envie que ça intéresse de plus en plus de personnes pour qu'on ait encore plus de joueurs et encore plus de personnes qui sont motivées à l'idée de jouer avec les différentes cartes qui ont été créées pour le format. Et donc pour ça je prévois forcément de modifier un petit peu la manière de faire les vidéos. Je pense qu'elles sont un petit peu trop académiques, un petit peu trop élémentaires jusqu'à présent. Alors bon, là on va être sur une vidéo très podcast, vous allez plus écouter que regarder la vidéo ou autre, mais en dehors de ce genre de vidéos assez spéciales, assez particulières, qui vont un petit peu récap le format et qu'on peut pas vraiment rendre extrêmement courtes, j'ai clairement envie de donner un petit coup de neuf là-dessus. Mais donc forcément, ça indiquerait la fin de la présentation des différents archétypes tels que je le fais maintenant. Et peut-être justement vous présenter le format un petit peu plus dans sa globalité, qu'en isolant en fait chaque archétype un par un. Je trouvais que finalement, au bout d'un moment, ça devient assez répétitif, même si j'aborde plein d'archétypes différents et plein de mécaniques plus uniques les unes que les autres. J'ai aussi envie d'apporter du frais au niveau du contenu. Donc à ce niveau-là, une fois que vous aurez terminé la vidéo, n'hésitez pas aussi à commenter un petit peu, savoir qu'est-ce qui vous intéresserait à regarder, parce que finalement, ces vidéos, je les fais aussi pour vous, et ça me permettra de me donner une idée. Bien sûr, j'ai déjà mes idées à moi sur ce que je pourrais faire, mais je suis jamais contre certaines idées supplémentaires, bien sûr. Voilà, fin de la parenthèse. On va maintenant parler de cette saison 0 qui a été incroyable, forte en émotion, et encore une fois un grand merci à tous ceux qui ont participé. Certains ont bien évidemment joué plus que d'autres, et j'ai pour objectif pour les prochaines saisons qu'il y ait plus de duels, mais je suis déjà très satisfait, en espérant qu'on puisse faire encore et toujours mieux. Il y a eu un total de 17 joueurs, on a eu beaucoup plus d'inscrits dans le Discord, mais malheureusement beaucoup de joueurs ne se sont pas prononcés plus une fois qu'ils s'étaient inscrits. Donc même pour la saison 1, on a changé un petit peu la manière de faire. Maintenant les gens s'inscrivent vraiment dans un doc, comme ça on a peut-être moins de joueurs, mais au moins on est sûr que ces gens-là vont participer, on n'est pas là à les attendre, parce que tous les autres joueurs ont déjà fait leur match et qu'on est un petit peu dans cette attente, et du coup frustrer les joueurs. Vous allez voir au classement, on a un grand gagnant qui est Guillaume, qu'on va interviewer par la suite, qui a été au-dessus des autres joueurs et qui va pouvoir un petit peu détailler son aventure lors de la saison 0. Et je voulais aussi un petit peu mettre en avant le point méta finalement, parce qu'on a fait du compétitif avec cette saison 0 et vous montrer les différents decks qui ont été représentés. À vous de me dire aussi si finalement les decks représentés ici, leur pourcentage de victoire ou même leur pourcentage de représentation vous surprend un peu ou pas du tout, vous vous y attendez parfaitement. Et je vous donne le défi aussi d'essayer de deviner le deck principal qu'a joué notre cher Guillaume. Et on a aussi eu le droit à une banlist, la saison est terminée comme je vous en ai parlé un petit peu plus tôt et on est déjà sur une deuxième saison. Je vous parlerai de tout ce qui est banlist et autres lors de la prochaine vidéo qui justement sonnera un petit peu la nouvelle version des vidéos. J'ai envie de faire un petit peu plus de storytelling et moins d'être dans l'information bête et méchante. Donc j'espère que la prochaine vidéo vous plaira. En attendant, moi je vous ai un petit peu présenté tout ce qu'il y avait à savoir et je vous laisse profiter de l'interview avec Guillaume. Eh bien, nous voilà avec le champion de la saison 0 du cross-format. On est avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut Taigo, ça va? Ouais, écoute, ça va très très bien, merci. Très content de t'avoir ici à mes côtés pour pouvoir un petit peu parler de ton parcours dans le format et tout, et pour qu'aussi les gens puissent découvrir un petit peu qui est l'heureux vainqueur, l'heureux élu de ce mois de compétition. Alors, déjà, je voulais savoir un petit peu comment est-ce que tu as découvert le format? Alors j'ai découvert le format en tombant sur ton stream de commentary du CDE.
Et Ouais. justement, tu nous avais teasé la sortie d'un format de carte custom. Mhm. Du coup, je t'ai suivi sur Discord et sur Twitch, peut-être sur YouTube même. Je sais plus comment j'ai su que le format sortait à telle date. Ouais, c'est via le live où j'avais commenté le championnat d'Europe. Pendant les moments de temps mort, en fait, t'as t'as été attentif, quoi, et du coup, Yep. ça s'est fait comme ça. Ok. Ah, comme quoi, on a bien fait de commenter cette compétition, du coup. C'est sûr. Ok. Et du coup, maintenant, si on parle vraiment de la saison en elle-même, comment est-ce qu'elle s'est passée pour toi? Alors, évidemment, c'est pas un spoiler, hein, tu l'as remportée, mais quand je te pose la question de comment elle s'est passée, c'est voilà, quels ont été tes ressentis, comment t'as eu le feeling un petit peu, comment ça s'est mis en place, comment elle s'est déroulée finalement cette saison pour toi? Déjà, je trouve que c'était très sympa de jouer à des cartes custom, quoi. C'était assez rafraîchissant. Alors, Mhm. au début, c'est sûr qu'on est un peu perdu quand on voit tous les archétypes. On lit les cartes, on a l'impression que tout est fort. Mais du coup, j'ai regardé les streams des premières games cross-format que tu diffusais en stream. Ouais. Et j'ai pu voir un peu comment les gens jouaient les cartes. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui jouaient Mech-Tech déjà à ce moment. Mhm. Donc direct, je me suis mis dans l'idée qu'on pouvait mélanger les archétypes. Le truc que j'aurais peut-être pas trouvé tout seul. J'ai essayé un peu de jouer Mech-Tech comme les autres au début avec un petit engine Aerospace. Je joue un peu n'importe comment, mais C'est ce que t'avais fait lors de ta première game, il me semble. Lors de ta première game, tu jouais pas encore le deck que tu vas nous présenter après. c'est ça. Au début, T'avais je jouais. testé ça, ouais. Ouais, je mélangeais un peu les archétypes. Je me suis dit, je jouais que des cartes qui restreignent pas au niveau des invocations et qui demandent pas de normal summon. Et je vais essayer de spam les bodies, piocher des cartes. Ça, c'était ma première approche. Bon, c'est un petit peu une approche qu'ont eu beaucoup de joueurs au début du format, quoi. Essayer de trouver. En fait, il y avait plein d'archétypes servis sur un plateau et les gens ils se sont dit, bah plutôt que manger qu'un seul archétype, venez, on fait un buffet à volonté. C'est ça. Puis les gens aiment beaucoup piocher des cartes. oui, c'est pas Si faux. des fois, ça piochait des briques parce que ça joue la moitié de briques en main deck. Mais Ouais, ça même toi, tu t'en es rendu compte du coup. ouais, c'est ça. Du coup, ce qui m'a dirigé vers ce deck assez tôt, c'est que j'ai lu les cartes à moche et que j'ai compris que c'était un engine qui était super fort Mhm. et qui demandait seulement une normal summon. Alors, ce que j'aime beaucoup dans cet archétype, c'est que toutes les cartes sont intéressantes, à part garde et la piège. C'est que des cartes que tu as envie d'open. Et encore, c'est pas terrible d'open garde et la piège. Mhm. Et c'est surtout pour moi l'archétype qui a le meilleur grind et qui génère un card advantage qui est très sympa, quoi. Et qui permet de jouer beaucoup de free spot, que l'engine est assez petit. Ouais, donc en fait, le vrai déclic pour toi, ce qui t'a vraiment permis de te lancer dans la saison, c'est de découvrir Amroche, en fait. C'est de t'y être... Parce qu'en fait, en soi, il y en a très peu qui s'y sont attardés au tout début. Je pense que t'as été un des premiers à t'y attarder de manière sérieuse, je dirais. À te dire, ok, on peut vraiment faire un truc avec, je peux tourner, je peux l'utiliser en tant qu'engine et en profiter à fond. Alors en tant qu'engine, c'est un peu dur à dire parce que tu joues toutes les cartes de l'archétype en soi. Oui. Mais on se comprend. Te dire vraiment, ok, on peut utiliser toutes les forces de cet archétype et essayer d'en faire quelque chose de bien. Et je pense que du coup, il me semble c'était ça. Hein, tu as passé un peu de temps en ermite, un peu dans ton coin, essayer de tester des trucs pour voir qu'est-ce qui peut être fait avant de retourner dans le ladder, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Parce que au début, j'avais un peu de mal avec l'invocation croisée. C'est pas très intuitif quand on n'a pas pris l'habitude de Ouais, faire bien deux, sûr. trois games. Bien sûr. Du coup, c'est important, je pense, quand on commence ce format, tester des mains avec des decks et de prendre cette habitude de toujours compter les niveaux, etc. Mhm. Avec Amroche, c'est un peu plus simple les calculs. Ouais, c'est souvent un +1, -1 ou 3, -2, quoi. C'est ça. Mais il y a quand même des petites subtilités dans les combos et j'ai joué contre beaucoup d'Amroche qui des fois optimisaient pas à fond leur move. Faut jamais jouer en mode automatique et faut toujours un peu se poser des questions sur comment optimiser les plays. Ouais, parce que des fois, en fait, c'est quelque chose qu'on a vu pas mal dans les différents matchs qu'il y a eu en ladder, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont parfois eu ce réflexe de invoquer le monstre en attaque ou en défense sur le moment, et en fait, bon, ils utilisent pas ce monstre comme matériel, et en fait, plus tard, ils se rendent compte, après 5, 6, 7 invocations combo dans leur tour, ils disent « Ah mince, si ce monstre, en fait, il avait été en défense, j'aurais pu faire une invocation croisée supplémentaire. » Tout à fait. Et au final, il y a des bodies un peu morts, et je crois que ça t'est déjà arrivé aussi d'avoir ce genre de situation dans tes matchs, quoi. Ah oui, même aujourd'hui, enfin, tes misplays, surtout quand tu commences à jouer
d'autres choses que Amroche, parce que quand Ouais. tu veux commencer à combiner des engines entre eux, enfin, souvent tu te retrouves avec un petit truc que t'avais pas prévu et t'as des bodies qui restent sur le terrain Ouais, bien sûr. un peu pour pas grand chose. Mais c'est ça qui est intéressant dans le format, c'est que ça faut prévoir beaucoup de coups à l'avance, je trouve, par rapport à ce qu'on voit dans le Yu-Gi-Oh classique, là où les lignes de play elles sont un peu plus visibles. Là, Ouais. c'est plus étape par étape, genre on voit direct là où on va. Mhm. Là, ça peut dépendre des pioches que tu vas faire, etc. Donc voilà, j'ai joué à moi, parce que pour moi c'est le meilleur archétype en tant que normal summon. Mhm. J'avais un gros problème avec Amroche, c'est que autant en Go First, une fois qu'on arrive à résoudre la loupe, si on survit, la game est plus ou moins garantie, parce que plus tours vont passer, plus on va raser le board adverse, Mhm. générer du card advantage. Tu parles effectivement de ce qu'on peut faire avec Golem Amroche. Exactement. Ouais. Mais en Go Second, il suffit d'une ou deux interruptions pour l'adversaire pour t'empêcher de faire ton golem Amroche. Mhm. Et même si tu arrives à faire ton golem Amroche, il va pas avoir tout de suite de la patate. C'est plus les deuxième, troisième golem Amroche qui vont être ceux qui seront menaçants. Ouais. Du coup, il fallait un archétype qui pouvait impacter la game directement, pouvait passer à travers un board. Et pour moi, le meilleur archétype qui fait ça sans demander de normal summon, c'est l'archétype Welltech. Mhm. Et j'ai vu beaucoup de joueurs choisir cette voie aussi. Jouer beaucoup de Welltech pour... Le combiner à d'autres choses. Ouais. Ouais, totalement. Après, le petit problème dans ce deck, la plus grosse problématique, c'est les ratios Welltech. Mhm. Autant sur Amroche, il n'y a pas trop de débat, j'ai toutes les cartes que je veux open, j'ai réduit à 1 garde et la trappe, parce que c'est de la toolbox. Mhm. Mais les Welltech, dans mon deck, je commence sans monstre banni, Oui. par rapport à Mech-Tech qui va jouer les mes cartes qui seront bannies en début de tour. Exactement, ouais. J'ai besoin de jouer beaucoup d'engines pour trouver d'autres moyens que juste Kun pour avoir un monstre banni. Donc du coup, je joue quand même les 3 Kun parce que c'est 3 starters. Je joue les 3 ACO parce que c'est l'essence même du deck ACO. T'es obligé d'avoir 3 ACO pour le grand game. Ouais. Et tu en open le plus possible dans la mesure où tu arriveras à avoir un monstre banni à un moment. J'ai décidé de jouer qu'un seul Yata parce que les autres sont pas nécessaires pour avoir la rotation du deck. Entre Parce que, Kun, de toute façon, Yata, CO, ouais, bien sûr. exactement, parce qu'ils sont tous once per turn. Ouais, et puis tu joues pas non plus tout level tech, donc forcément t'as pas forcément cette nécessité Exactement. d'avoir trop d'Yata en fait. Dans le cas où je voulais jouer un engine plus lourd, j'aurais décidé de jouer plus de Yata, parce que quand on a les moyens de bannir des monstres, pouvoir utiliser l'effet de Yata depuis la main, c'est très sympa. Ouais. Mais là, ma problématique, c'était pas de spé le plus possible les Welltech, c'était vraiment de faire les petites loops de base en une ou deux cartes. Et du coup, je joue quand même les 2 Sakubo, qui sont un peu... qu'on n'a pas trop envie d'open, mais qui sont juste trop fortes au grind, piocher À la limite, oui, avec Andrance, tu peux faire quelque chose avec Sakubo, mais c'est vrai que vu que le but, souvent pour toi, tu le disais tout à l'heure, c'est d'utiliser Amroche, c'est vrai que Sakubo, ça peut être compliqué si tu open avec, quoi. C'est ça. Parce que on n'a pas envie de se lock dès le début du tour. Après, ce qui est bien quand même avec le deck, c'est qu'il y a toujours moyen de faire des plays dans l'ordre et de pouvoir bénéficier de l'avantage de tous les archétypes en ayant le bon timing. Mhm. Mais voilà, 2 Sakubo, parce que en avoir qu'une seule, c'est... Pas assez, et 3 c'est trop. En fait, 3 ça pourrait être tentant, mais le problème, c'est qu'on a déjà un archétype très fort au grind avec Amroche. Ouais. Et je pense qu'on n'a pas besoin de résoudre 3 fois Sakubo pour gagner le duel. Non, c'est pas faux. Donc par contre, j'ai décidé de maximiser les Endurance, qui est pas une carte que les gens aiment beaucoup jouer. En dehors de Veltech pur, effectivement, c'est vrai qu'on le retrouve pas tant que ça. Ouais. C'est ça. Mais voilà, vu que j'ai toujours la problématique de vouloir avoir des monstres bannis, Open Endurance plus un autre Welltech, ça débloque l'engine. Complètement, ouais. J'avais le choix entre ça et Connexion Welltech. Au début, j'ai joué un petit peu moins de free spot pour jouer des connexions Welltech. Mais ça reste des cartes qui à open seul sont pas top. C'est vrai que en fait je voulais quand même garder un gros nombre de free spots. Et je préférais quand même Endurance sa connexion parce que par des scénarios c'est un petit peu meilleur top deck.
Parce que des fois, connexion, tu peux pas l'activer si Ouais, bien t'as sûr, ouais, juste des t'as pas. voltex dans les bannies, C'est etc. ça. Puis Endurance, c'est un peu plus en soi, complexe. Endurance t'offre aussi la possibilité de chercher l'OTK par exemple. Donc, C'est ça. hmm. Il y a des moments là où je jouais juste une seule endurance avec 2 connexions pour garder la toolbox pour OTK, mais en gardant connexion, parce que quand connexion se résout, c'est un peu plus fort qu'endurance. Ouais. Mais finalement, je me suis dit que 3 endurance, c'était un petit peu moins bricky. Franchement, c'est la sensibilité des joueurs, quoi. Ouais, bien sûr. Après, t'as l'air d'avoir pris le bon choix malgré tout. Ouais, ça a bien marché. Ouais. Ensuite, 3 Shenwell Tech, c'est peut-être la meilleure carte du deck, je pense. Ah ouais? Ça démarre ton engine, mais à la vitesse grand V, quoi. Parce que Ouais. t'as une bannie et une carte en main directement. Pour moi, c'est du plus 1 cette carte. Et en plus, bannir des Amroches, c'est super fort dans le deck parce que avec l'effet de Golem Amroche, ils vont pouvoir se réinvoquer spécialement depuis la zone bannie, qui fait que des fois tu vas open juste enfant Amroche, tu vas résoudre une chaîne Voltec, Tu vas bannir bannis tous une tes partie de autres mains. l'archétype, ouais, et en fait, c'est pas un problème. En fait, Et- ouais, les Amroches, une fois qu'ils sont bannis, enfin qu'ils soient bannis ou au cimetière, c'est jamais une perte en fait. C'est ça. Et ils sont peut-être même mieux bannis que dans le cimetière parce qu'ils sont protégés d'un call-by par exemple. Totalement, ouais. Bah, après, bon, je pense que ça peut être un peu compliqué si tu bannes. Voilà, si tous tes enfants et tous tes doyens partent, mais bon, c'est un scénario qui, est quand même, qui a quand même peu de chances d'arriver, quoi. Mais... Un petit truc qui est intéressant avec Shenwell Tech, Mhm. alors là on est dans des cas beaucoup plus spécifiques, mais on a constaté que sur les boards, en fin de format, on commence à retrouver des DS. Oui. Et, Déesse de la sombre lumière. et les boards avec DS et Inquisiteur Aerospace, c'est obligé d'essayer de bait d'abord les negates d'Inquisiteur. Ouais, clairement. Et Shenwell Tech, ça force une negate d'Inquisiteur. Donc si t'open 3 Power Spell / Power Trap, tu peux passer ces boards malgré tout. Ensuite, j'ai décidé de jouer beaucoup de free spots. Donc là, il y en a quoi? Il y en a 14. J'avais pas la place pour en jouer plus, parce que pour moi, ce que je joue en Wildtech, c'est le strict minimum pour pas trop brick. Et je joue aussi tous les Amrush que j'ai envie de jouer. Donc pour moi, on peut pas monter au-dessus de ces 14 free spots. J'ai décidé d'en jouer beaucoup, tout simplement parce que les decks sont très explosifs pour l'instant dans le format. La présence notamment de Vagabond permet de faire des invocations croisées Que tu joues toi aussi d'ailleurs. assez menaçantes. Totalement. Qui est sûrement la meilleure carte du format. Donc du coup, je voulais pas perdre automatiquement en go second parce que j'arrive pas à open assez de well tech pour passer les boards ou juste le gars pose beaucoup trop d'interruptions. En tout cas, avoir quelque chose pour assurer tes arrières, quoi. C'est ça, ouais, pour essayer un peu de perdre dans le ladder. Enfin, faut partir du principe quand même que la moitié des games, tu vas perdre le dice. Donc, pour moi, ces 14 free spots là, c'est ceux que je trouvais le plus pertinent. Donc, tout d'abord, on a Mayol, qui, selon moi, est une des meilleures entraps. Peut-être pas la meilleure, tant son effet paraît dévastateur quand on fait comme ça. Ce qui est très sympa à noter aussi avec Mayol, c'est que son effet en stand-by de se bannir lui-même et les autres monstres cross me permettent de débloquer l'archétype Voltec en mettant un monstre dans les bannis. Oui, c'est vrai. Sur du go second, ça peut être pas mal, quoi. Ouais, pour le go second, ça rend Mayol encore plus fort dans ce deck. Et aussi, j'ai essayé de jouer le moins possible d'entrap qui s'envoie de la main au cimetière, parce que on joue Veltec et que on va souvent finir avec Magus si on go first. Oui. Ou alors même au grind game, si à un moment on met un Magus sur le terrain pour aller push un peu plus de dégâts, bannir des cartes dans le cimetière adverse. Au final, c'est ça, la seule carte que tu joues, la seule untrap que tu joues comme ça, c'est Veiler, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Sinon, H, elle te demande de la défausser, donc c'est plutôt intéressant. Est-ce que c'est la raison pour laquelle Ghost Ogre se retrouve plus en side qu'en main deck, du coup? Totalement, ouais. Ok. Parce que, et je trouvais overall que Vader est un peu meilleur que Ghost Ogre, mais en fait je joue des entraps en side justement pour le match-up contre Amroche. Ouais. Parce que je trouve que partir sans 1 milliard d'entraps dans le main deck en second contre Amroche, ça fait toujours un peu peur. C'est Ouais, bien peut-être un sûr. peu overkill même de ma part, mais bon, je préfère assurer. Bon, après, tu joues à Amroche, donc tu sais où ça ça. peut aller, et je pense que c'est ce qui fait que tu t'en méfies peut-être même un peu plus que d'autres joueurs, c'est possible. Exactement, ouais. Ok, donc ouais, après, bah, c'est ça, un Mayol pour contrer les crosses, Imperm pour contrer un peu tout ce qui existe, quoi. C'est dès qu'il y a un monstre qui va être un petit Moi, peu ce qui est dangereux. bien, c'est que là, j'ai 3 entraps déjà qui negate Vagabond avec Mayol, Imperm, Vader. Ouais, c'est ça.
et que on pioche beaucoup dans le format, donc que ce soit Sakubo ou fabrique une hache, ça fait toujours plaisir. Bien sûr. Et même, il Puis, y a des spés depuis le deck, tu peux stopper un enfin, flash aerospace avec floraison, enfin tu peux faire beaucoup de choses. H voilà, reste très très pertinente dans le format, bien sûr. quand on connaît bien les autres archétypes et qu'on sait quand les interrompre, H c'est vraiment une super. Ouais, bien sûr. Et puis Euh, Thémis après, bon. ouais, voilà, Thémis c'est une tech que beaucoup de gens ont joué. Ça fait particulièrement sens dans ce deck, dans la mesure où en Go First, avec Amroche, si t'arrives à résoudre ta loupe avec Golem et que tu cèdes cette carte, t'as presque la victoire assurée. Oui, Parce que oui, le oui. gars va avoir du mal à TOTK. Et le petit tips qui est important à savoir quand on joue le deck, c'est que si on résout doyen, du coup l'adversaire pourra plus répondre à Thémis et ça rend la carte encore plus forte. Ouais, parce que t'auras plus de LP que ton adversaire, t'auras 9000 LP contre 8000. Donc Exactement. dès que tu fais Thémis à ce moment-là, effectivement, il y aura plus de réponses possibles pour Thémis, donc ouais, il faut que l'adversaire s'en débarrasse avant que tu l'utilises, quoi. Passer au side ou tu veux d'abord passer à l'extra deck? En vrai, on va peut-être parler un peu de l'extra deck. Déjà, j'ai mis les cross Welltech, donc on joue 3 skates. Justement, je disais que Welltech c'était un bon archétype pour break les boards. C'est majoritairement grâce à cette carte Ouais. que quand tu l'invoques, tu vas bannir un monstre. Pas forcément un monstre, tu peux bannir une carte. Oui, tu peux bannir une carte Mhm. qui est beaucoup plus fort et qui te met qui te donne un match-up contre le deck Bakro qui est intéressant. Ouais. Donc les rois armures qu'on va voir assez souvent dans les games, tu vas avoir un moyen de les passer assez facilement. Mhm. Et ça fait du bien de passer le roi. C'est sûr. Les effets sont pas once per turn, donc si on arrive à utiliser ensuite la skate pour faire une invocation croisée, on peut invoquer une autre skate. Faut juste faire attention à pas se lock avec les autres archétypes. Ouais, et tu peux juste pas skate sur... Enfin, tu peux pas utiliser skate comme matériel pour réinvoquer skate, mais dans l'idée, t'as plusieurs situations où tu peux le recycler à quelques reprises. Ouais, puis on a facilement l'accès à Invocateur Vagabond. En fait, ce qui est bien avec Veltech, c'est que les monstres sont de niveaux différents la plupart. Ouais. Donc, quand on va faire effet Yata pour spé du deck, avec ta skate en défense qui va être niveau 1 parce qu'elle a utilisé son effet, Mhm. je vais pouvoir facilement faire un Vagabond ou une autre cross, genre Draco Château. Mhm. Et derrière, respect un ACO, refaire une skate, rebannir, battle, rebannir. Ouais. Et ouais, c'est vraiment très intéressant. Ouais, tu peux bannir 3 cartes assez facilement avec skate. Exact. Donc en théorie, on pourrait jouer moins de skate parce qu'elle a tendance à revenir dans l'extra deck quand elle va battle. Ouais. Donc elle va perdre 2 niveaux à l'invocation, puis un niveau en combattant. Mais dans le grind game, tu trouves que c'est peut-être plus intéressant d'en garder 3 quand même. Ouais, parce qu'on a beaucoup de place dans l'extra deck en ce début de format, parce que il y a pas autant de cross que tous les niveaux que toutes les combinaisons de niveaux qu'on peut faire. Bien sûr. Puis même dans tous les cas, skate c'est la meilleure cross du deck quasiment, avec Golem Amroche bien sûr. Ah bah tiens, lui aussi il est x3. Ah, bizarre. Bizarre. J'ai décidé aussi de jouer 2 Magus. Mhm. Alors Magus, c'est une carte que j'invoque moins que ce qu'on pourrait penser. C'est souvent une carte que je vais invoquer pour faire des létales plus facilement. Ouais. En plus, ça remet Kun dans les bannis, donc si on séquence bien ses plays, on peut envoyer Kun dans les bannis de cette manière après l'avoir spé du deck et refaire un effet Kun depuis les bannis. Depuis la zone Les bannie. choses dans le bon ordre. Et pourquoi pas ramener un ACO de cette manière. Exactement. C'est souvent ce qui va arriver. Ouais. Mais ça a quand même un effet qui est intéressant. À noter que sous Magus, on va pouvoir éviter certaines end traps, on va pouvoir empêcher l'adversaire d'activer Apôtre Mecha. Apôtre qui donne souvent un accès à Vagabond. Apôtre qui est une bonne carte. Et quand tu sais que tu veux contre mes cartes, t'es plutôt content qu'il puisse pas l'invoquer. Enfin, Ouais, qu'il puisse pas utiliser l'effet. Alors ensuite, la star du deck, Golem. Amroche. En invoquant normalement Enfant Amroche ou Doyen Amroche, t'as directement accès à la cross. Ouais. D'ailleurs, Doyen Amroche qu'on peut aussi invoquer spécialement en sacrifiant un Amroche, qui peut aussi être Golem. Oui. Pour pouvoir avoir Golem au cimetière et le et réinvoquer le par l'effet de l'autre Golem, ouais, bien sûr. Exactement. Donc la carte est très forte. Pioche une carte quand tu l'invoques. Imaginons tu normes ton enfant, tu fais un golem, t'as toujours 5 cartes en main, mais sauf que t'as la garantie de détruire une carte au prochain tour et de rejeter des bodies.
C'est ça. Donc l'essence même de l'archétype, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et puis c'est arrivé plus d'une fois que t'as réussi à détruire 4 voire 5 cartes dans ta Ouais, ça arrive stand-by souvent avec Golem. que Ouais. qu'on détruise 5 cartes si on open les bonnes cartes au début. Et puis au Grand Game, en fait, ils vont tous se chercher entre eux, parce que tu vas avoir guerrier au cimetière, après enfant, il va te permettre de recycler le guerrier qui va aller chercher un garde si t'as pas encore réussi à le mettre dans ton cimetière. Ouais. Tu finis facilement avec tous les monstres là où tu veux. Alors j'en joue 3, parce que T'as la je peux place. facilement te le faire détruire. J'ai la place. Je pourrais en jouer 2, mais Après c'est ta win condition, donc c'est ça, se met une condition. Il y a logique rien de qui la me donne maximiser. envie, d'ajouter à la place d'un autre golem. Ouais. Et puis souvent, si t'es go second, des fois il va pas se résoudre, il va pas réussir à aller dans l'extra deck, il va se faire détruire avant. Et plus tard dans le grand game, il y a des fois là où t'en auras un au cimetière, tu veux vouloir en invoquer 2 autres pour faire des OTK. Donc plus t'en as, plus t'as les OTK faciles pour aller dans n'importe quelle position. Donc c'est intéressant d'en jouer 3 selon moi. 2 invocateurs vagabonds, c'est une carte qu'on aime bien jouer à 3. Juste, peut-être que j'aurais pu cut un Draco Château ou un Roi Armure, faire un 3ème vagabond, mais c'est rare que j'arrive à en faire 3, quoi, le deck. Après ouais c'est ça en fait, même si tu cut un Draco Château ou un Roi Armure, du coup est-ce que c'est justifié de jouer 3 Vagabonds parce que t'as peut-être plus autant de targets que ça avec Vagabond. C'est ça, je pense que c'est pas une carte qui est si forte que ça dans le deck. Elle est principalement utile en go first. Tu vas invoquer Golem, il va aller à l'extra, et tu veux laisser des trucs sur ton board ou des Veltech dans tes bannis pour résister. Et Vagabond, ça peut te permettre, avec tes Veltech, par exemple, de faire un Roi Armure. Ouais. Donc du coup, ça pose des problèmes à ton adversaire, ça le force à utiliser tourner des autour. ressources, etc. Sachant qu'il doit déjà se battre contre TN Trap, contre Épuration. En fait, le but, c'est vraiment de survivre. Donc, voilà, que ce soit Seigneur de la Forêt, Draco Château ou... Tu l'as déjà invoqué, Draco Château ou Seigneur de la Forêt dans tes games? Ça t'est arrivé ou pas? J'ai déjà invoqué Draco Château plusieurs fois. Ouais. La Forêt, je le fais moins. Pourtant, là, je pense que c'est plus de ma faute. C'est pas tant que la carte est pas pertinente. C'est juste que... Des fois, ben voilà, comme tout le monde, je me mets un petit peu en mode automatique, ce que je devrais pas faire. Et je me contente d'un Roi Armure. Parce qu'en fait, souvent, même sans les plays cross, juste les Veltech qui sont dans la zone bannie, ça me suffit pour survivre. Ouais, bien sûr. Et dans le deck, tu pioches pas mal avec Sakubo qui va piocher 2 cartes, Golem qui pioche une carte. Tu vas souvent avoir accès à Témis et une flopée d'entrap. Et puis on n'en parle pas, mais enfants ou doyens, enfin, qui vont invoquer les autres enfants, les autres doyens, ou voir aussi les autres Amroches qui vont te faire tuto les cartes, c'est aussi un moyen de spread le deck, quoi. Tu vas avoir moins de cartes dans ton deck, donc t'auras toujours plus de chances aussi de choper ce que tu veux. Ah ouais, totalement, ouais. On peut bien affiner le deck avant d'aller piocher. Bien sûr. Et voilà, ça fait la diff de penser un petit peu à cette subtilité. Et du coup, bah là, on va pouvoir passer au side. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est dans un format où, bien évidemment, on n'est pas en tournoi. Tu vas affronter plein de personnes différentes qui vont peut-être chacun jouer des decks différents, mais peut-être que la fois où tu vas les réaffronter, parce qu'on a eu une période où justement les joueurs ont pu se réaffronter une fois, bah, ils vont peut-être changer de deck, peut-être que même t'as vu une personne jouer un deck contre quelqu'un, mais en fait la fois d'après il change de deck, etc. Comment tu te prépares sur un side dans un format ladder comme ça? T'essaies de t'adapter à quoi? Est-ce que tu t'inquiètes plus du danger? Est-ce que tu vas te changer en fonction du joueur que tu vas affronter un peu en pré-shot? Ou est-ce que justement ton side il est carré, il est définitif, peu importe qui tu vas affronter? Alors mon side il a changé, mais au début en fait je sous-estimais un peu l'impact du side. Heureusement j'ai pas été puni parce que c'était souvent les mêmes decks qu'on retrouvait dans le ladder. Ouais. Notamment parce que je raffrontais pas mal les mêmes personnes qui s'entraînaient elles-mêmes entre elles. Et donc voilà, on retrouvait moins de trucs exotiques. Mais en y réfléchissant bien et en ayant testé certains decks, notamment les decks pièges avec des floodgates, etc., je me suis dit que ce serait bête de perdre un 2 ou 3 sur un pierre-feuille ciseaux raté Bien sûr. contre un deck qui joue chassé croisé. Je peux comprendre. Et je trouvais que mon main deck en fait répondait bien à ce qui se faisait le plus dans le format, que je gardais vraiment mon side pour des stratégies spécifiques
Enfin, qui sont peut-être pas les meilleurs, mais qui peuvent gagner sur une surprise. Ouais, t'as quand même, moi je vois sur ton site, t'as quand même 7 cartes pour gérer une backrow, voire même 8 avec Red Reboot. Alors Red Reboot, t'as quand même une petite anecdote marrante, je pense, à nous raconter là-dessus. Mais voilà, t'as quand même 7, voire même 8 cartes pour gérer de la backrow, quoi. Ouais, parce que y a des backrows qui sont vraiment super forts dans le format. Et même si des fois je side pas assez de pet MP contre certains match-ups. En fait, le truc c'est que les end-trap, dans la plupart des match-ups c'est super fort. Et souvent les match-ups contre qui c'est nul, ça va être les match-ups Elana et les match-ups pièges. Donc en fait j'ai juste à side out plein d'end-trap, garder les Témis. Ouais, c'est les free spots qui vont bouger du coup. C'est ça. Ouais. Et les Twin Twister contre des decks qui vont jouer des épurations de Témis. Et au niveau du Red Reboot, du coup, est-ce que c'est une carte que tu garderais ou... Alors au début, je me suis dit bon c'est Red Reboot, c'est la meilleure carte du jeu contre les decks backrow, donc évidemment je vais la jouer. J'ai joué, je l'avais side contre ST, et c'est une carte qui m'a fait perdre en l'activant. C'est quand même dommage. Je sais pas si elle m'a fait perdre elle toute seule, mais disons qu'elle m'a pas trop aidé à gagner. Je l'avais open alors qu'il avait set beaucoup de cartes. J'ai chain Red Reboot à une de ses activations de piège, il a set un jugement. Et sachant que mon deck, quand j'active Red Reboot, qui me met la moitié de mes LP, et que je joue Amroche, un arc qui laisse pas beaucoup de body sur le terrain après avoir fini ses loops, j'ai un peu facilité la tâche pour me tuer rapidement et m'empêcher d'interagir avec lui en lui laissant mettre un jugement sur en fait, c'est ça, le jugement solennel a fait la différence. T'as pas pu l'OTK en fait au moment où t'as fait le Red Reboot, et du coup, tu l'as payé un petit peu cher derrière. Du coup, j'ai enlevé la carte du deck au début. Ouais, tu l'avais retiré de ton side carrément et tout. Ouais, parce que je trouvais que ça synergisait mal avec mon deck dans la mesure où j'étais pas un deck qui OTK et que je voulais pas donner une tuto gratuite à l'adversaire. Ouais. Enfin, c'est plus qu'une tuto, c'est une activation. Enfin, il pose depuis le deck, quoi. Ouais. Mais finalement, je l'ai remis parce que quand même pour un deck qui joue purement des pièges, ça a quand même beaucoup d'impact. Mais jamais le side contre des decks qui vont jouer que une ou deux backrow parce qu'ils vont go first, etc. Faut vraiment le jouer quand t'es sûr que le gars il joue que des pièges et qu'il va pas trop te menacer de TOTK facilement. Ensuite, il y a Raigeki et de Trou Noir. Les board breakers. Tous les sides ou tous les main decks, que c'est des excellentes cartes de go second dans le format. Ouais. Ça marche pas contre 3 armures, mais en général, ça trade au moins une carte en face, quoi, contre ta carte. Elle est. Voire même plus. Jamais... Ouais, c'est ça. Ça a toujours la value qu'on attend qu'elle ait. Et c'est pour ça que je joue. Enfin, que je la mets en go second, souvent à la place des épurations. Parce que même si elles ont le même rôle. Du coup, tu switches les 3 épurations contre Raigeki et 2 trous noirs, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et les scénarios où je peux les combiner, c'est contre des boards qui vont te faire Inquisiteur. Et là où tu vas avoir des grosses magies pièges. Enfin, les boards qui font Inquisiteur plus DS. Ouais. Là où une fois que t'as bait les negate d'Inquisiteur, t'envoies un de tes gros board breakers et tu calmes le jeu, tu resets un peu la situation. Ouais. Et enfin, les 4 dernières entraves, 3 Hog, 3 Vader, c'est pour le troisième exemplaire contre Amroche. Et c'est aussi, je peux aussi enlever des épurations pour mettre ces entraves en plus, parce que c'est un peu plus pertinent en go second, même si épuration de Témis c'est une très bonne carte de go second quand même. Ouais. Mais contre des decks très combo, justement qui finissent sur des gros boards, je veux vraiment être sûr qu'ils finissent pas sur leur gros board. Ouais, tu préfères, c'est ça, ouais, tu préfères empêcher le board de scré plutôt que de le laisser se faire et ensuite d'activer ta carte et peut-être te faire negate ou peut-être que ta carte se fasse dégager avant. Même. C'est ça. Cohérent. Et voilà, j'avais aussi rappelé que j'ai joué pas en main deck, enfin que j'ai essayé le moins possible de jouer en main deck à cause de Magus. Oui. Donc c'est pour ça qu'on les retrouve là. Ok. Il y a un truc que t'aurais changé là maintenant avec le recul. Bon, en soi, t'es quand même sur 12 victoires de défaites, donc on n'est pas clairement... on n'est pas sur un résultat négatif du tout, mais est-ce qu'il y a un truc que t'aurais peut-être préféré jouer autrement, ou est-ce que vraiment tu changerais rien ta decklist et t'aurais vécu ta saison de l'Ador exactement pareil si tu pourrais le refaire? Alors, il n'y a pas de choix que je regrette particulièrement, par contre j'aurais peut-être dû tester un peu plus
le fait de jouer plus de Veltec et moins de Free Spot, pour Ouais. voir si ça pouvait quand même suffire en Go second. Mhm. Parce que à côté, j'ai aussi joué au Veltec pur, et j'ai découvert que c'était un deck qui, rien que par son engine, enfin son archétype de base, pouvait passer les boards, même Ouais. si c'était des boards costauds. Donc peut-être jouer que les meilleurs entraves, 6 ou 9, et de jouer beaucoup de Veltec, pouvoir jouer connexion, etc. Ça offre pas mal de puissance au deck et de vitesse. Donc ouais, c'est quelque chose que j'aurais pu essayer aussi. Mais je pense quand même que la liste que j'ai, enfin je suis très satisfait de ce que j'ai fait. Ah, tu peux, je veux dire, au final, tu l'as quand même remporté ce titre. Yes. Donc non, franchement, bien joué. C'est une belle trouvaille, et puis en soi, à peut-être une petite exception près, tu es le seul à avoir eu une decklist Veltec Amroche, donc Rocktech du coup. Ça. Et c'est une liste qui a été extrêmement efficace. Alors évidemment, cette vidéo récap, je vous ai un petit peu parlé des pourcentages, etc., des différents decks, de la win rate et du taux de représentation. Forcément, de ton côté, ce deck-là, bah, c'est le deck qui a la plus grosse win rate, mais d'un autre côté, bah, t'as énormément joué ce deck, t'as perdu qu'une seule fois avec, donc forcément ça a joué énormément sur le pourcentage de victoire. C'est difficile d'avoir un avis non biaisé parce que bah, t'as été quasiment le seul joueur à le jouer. Donc forcément ça a influé les stats d'une certaine manière, mais le deck a vraiment été très efficace pour le coup, et on peut dire que voilà, il était fait pour gagner, et il a bien rempli cet objectif. C'est ça. Puis là où je suis très content, c'est que voilà, c'était pas le même deck que tout le monde. Oui, bah Et, clairement. que les gens ont eu beaucoup de tendance à le sous-estimer, et même si j'ai affronté certaines personnes avec ce deck, bah, ils m'ont pas forcément copié, alors Mhm. que j'aurais pu trouver ça normal. Je trouvais que Oui, ça fait enfin, partie de l'idée la est assez méta solide. de comprendre qu'un truc est fort et de vouloir s'adapter à ça. Ouais. C'est ça, moi si j'affronte un deck que je trouve surpuissant, ben, c'est sûr que je vais reprendre des idées. Mhm. Donc ouais, les gens ont un peu dormi sur Ouais. moi, selon moi, et sur les N-Trap, jouer un deck à 40 et tout. Mais ça peut se comprendre, et voilà, je suis content que mon approche ait été bonne. Ouais. Du coup, dis-moi un petit peu, voilà, comme tu le sais, hein, bien évidemment, champion, voilà, tout premier champion du format de cette saison 0. Bon, t'as le petit cadeau qui, voilà, la petite récompense que j'affiche là à l'écran pour toi, qui risque d'arriver d'ici les prochaines semaines, si la poste fait bien son taf. Comment tu te sens vis-à-vis de ça, genre, voilà, est-ce que ça te met bien, est-ce que t'es content, est-ce que c'était worth du coup de jouer au Ah format ouais, pour, ouais. voilà, je suis refait, c'est un truc exclusif déjà, donc C'est vrai, c'est ça. cool. Et puis, je vais pouvoir flex, quoi. Je vais Ah, pouvoir flex en clairement, IRL clairement. avec mon tapis. Ah, on a hâte de voir ça. Est-ce que, enfin, ça te fait quoi du coup d'être vraiment le. Tu sais, y a pas juste le fait que t'es gagné, et t'es genre le premier vainqueur du truc, ça c'est acté, ça pourra pas changer, t'es le premier vainqueur du format, quoi. T'es le tout premier champion de ce format, et t'es aussi quelqu'un qui a installé bah, les premiers records de ce format. Alors je vais quand même les énumérer, t'as quand même 4 records. Voilà, Ah hein, ouais. pendant un moment, il y avait Esté, tu l'as cité tout à l'heure, avait un de ces records-là, mais finalement tu l'as détrôné. Donc t'es évidemment celui qui a fait le plus de victoires lors du format, parce que t'es à 12 victoires. T'es celui qui a fait le plus de matchs sur une saison, vu que t'en as fait 14. Tu es celui qui a récolté le plus de points, 31. Ça aussi, hein, c'est un truc, on a peut-être pas beaucoup parlé, mais en soi, t'as gagné beaucoup de matchs de 0, et ça t'a fait gagner énormément de points. Quand on voit que y a aucun autre joueur qui est proche de toi au niveau des points, ça représente quand même beaucoup, je trouve. Et tu es aussi celui qui a fait le plus de victoires d'affilée, avec 6 victoires d'affilée, avant de connaître une défaite. Alors en soi, non, t'as perdu assez vite au début, mais pour ta deuxième défaite est arrivée après 6 victoires d'affilée, du coup. La deuxième défaite, elle est arrivée un peu au milieu de la série qui a précédé ma première défaite. Mhm. Mais ouais, c'était une défaite. Disons que c'est c'est la variance, quoi. À un moment, quand tu fais 14 games, il y a forcément une game là où tu fais un peu bris. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, en vrai, je suis content déjà d'avoir brick si peu sur Ouais. ce gros échantillon de game. Mhm. Et bon, c'est en partie dû à la construction de deck, mais il y a toujours un petit facteur chance, quoi. Des fois, tu peux bien construire un deck, il n'y a rien qui sort. Bien sûr. Et ouais, du coup, il y a de la fierté, du coup, sur
sur cet accomplissement, d'avoir un peu ces records. Ça se trouve, tu vois, enfin, l'idée, c'est que c'est peut-être que ces records vont rester un petit moment sur le format, que ce soit le nombre de victoires. Bon, le nombre de matchs, on n'espère pas. On espère qu'il y aura plus de matchs à faire, qu'il y aura plus de joueurs, j'imagine, même toi, tu l'espères. Après, ça se trouve que même toi, t'as envie de battre ton propre record de victoire, je suppose. Ah Mais, bah, c'est sûr. Tout le monde aime battre des records, de toute façon. bien sûr, les records sont faits Ça pour être le battus, comme on dit. nôtre ou ceux des autres. Bien sûr. Du coup, en parlant de ça, quel serait ton objectif pour la saison prochaine? Est-ce que ça veut défendre son titre? Est-ce que t'as juste envie de tester des choses? La deuxième extension, elle a été teasée, elle sortira lors de la première saison en soi, donc elle aura lieu avec ça. La méta va complètement changer. Quel est ton objectif pour cette du coup première saison officielle? Enfin, la saison 0 était aussi officielle, mais c'était une saison 0. Elle marque un petit peu le début de l'histoire. Là, la saison 1, elle va marquer un petit peu ce qu'on va voir le plus avec le format, c'est-à-dire des gros changements, des banlists qui arriveront à chaque saison. Là, pour le coup, en plus, celle-là, elle va être assez importante parce qu'il y aura carrément 100 nouvelles cartes qui vont arriver d'un coup. En plus de la banlist, toi, derrière, c'est quoi le truc que t'as envie de faire? Est-ce que, j'imagine, chercher un deuxième titre, c'est forcément quelque chose qui te tente. On va pas dire l'inverse, mais peut-être que t'as d'autres objectifs derrière en tête. Bah, c'est sûr que tout le monde essaye de jouer un peu pour gagner. Ouais. Si je peux collectionner les récompenses, je suis bien heureux. C'est vrai que t'aurais un autre tapis, du coup, effectivement. Ce serait pas le même. Mais je pense que le plus important, quand même, c'est, comme pour cette saison, de trouver la meilleure approche, malgré certaines tendances qui peuvent sortir, quoi, de pas trop... de penser en dehors de la boîte, comme disent les Anglais. Et ben voilà, de trouver la meilleure decklist, parce que des fois, être premier du ladder, ça dépend pas que de nos choix de notre decklist. Bien sûr. Mais au moins ne pas avoir de regrets sur ce que j'aurais pu jouer, etc. Je vais bien tester, comme cette saison. Ouais. Plus on aura une semaine pour tester, a priori. Oui, c'est ça, ouais. Donc voilà, à ce moment-là, je vais faire tout ce qu'il faut et je vais essayer de prendre la meilleure decklist possible. Ok. Donc là, l'objectif pour toi, c'est vraiment de faire un back-to-back, quoi, de chercher la deuxième étoile, comme on dit, et d'être présent lors du prochain récap, quoi. C'est ça l'idée. Ils vont se lasser, les viewers. Hein. Au bout de 2 fois, ça va. Mais ouais, du coup, tu deviens aussi l'homme à abattre. Ça te fait quelque chose ou pour toi, c'est pas encore trop le cas? T'as encore tout à prouver? J'avais déjà ce feeling d'être l'homme à abattre depuis quelques jours. Ouais, depuis quelques jours seulement. Ouais, depuis que... Enfin, sur la fin de saison, vu que j'étais premier du ladder, j'imagine que les gens espéraient un peu plus me voir perdre pour qu'il y ait un peu plus de suspense sur la fin. Ouais, bien sûr, essayer de remonter et que eux puissent aussi remonter avec leur victoire derrière, quoi. C'est ça, parce que on a vu quand même des joueurs qui ont sorti des decks qui sont aussi très solides. Ouais. Et oui, c'est ça, même si toi, il y a eu une certaine domination de ta part, tu considères pas non plus que tout était acquis et facile, quoi. Il y a eu de la compétition et il y a eu du niveau de ton point de vue. Ouais, et puis voilà, la prochaine saison, je peux très bien être à leur place, ne pas avoir le deck parfait, se rendre compte un peu trop tard, et tu vas m'incliner face à quelqu'un qui va juste mieux build que moi, c'est bien sûr. de grandes chances que ça arrive. Ouais. Et toi, tu veux tout faire, évidemment, pour éviter ça. Exactement. Ok, écoute, on verra bien. Et du coup, écoute, on va terminer avec une dernière petite question. Un petit peu la question de fin. Qu'est-ce que tu penses du format et de l'avenir qu'est-ce que tu souhaiterais comme avenir? Même qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait avoir comme avenir Alors, le format est selon moi... déjà, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas un format unfair dans le sens là où tout le monde va pas jouer le même deck. Et que, selon moi, il y a plein d'archétypes qui peuvent tirer leurs épingles du jeu. Ce qui est très cool, c'est que, étant donné que c'est des archétypes tout frais, que c'est pas des archétypes qui ont eu plusieurs supports sur plusieurs extensions, etc., les gens ont bien aimé un peu combiner les archétypes. Par exemple, Amroche, il y avait pas mal de gens qui reprochaient qu'il n'y avait pas assez de monstres, etc. Typiquement, j'ai pu le combiner avec d'autres archétypes, jouer des petits bouts un peu par-ci par-là, et vu qu'il n'y a pas eu encore la première banlist, on a réussi à trouver nos abus, entre guillemets, notamment avec Vagabond. Ouais. Et c'était très intéressant à chercher, etc. Après, maintenant, avec le recul, c'est vrai qu'il y a certaines cartes qui nous ont dérangés et on en a fait part sur le vote de la banlist. Bien sûr. Donc,
Bah, clairement, Vagabond, c'est compliqué. ACO, c'est une carte qui a été un peu la star du format Ouais. avec Skate. Enfin, c'est des cartes qui étaient un peu fortes, mais en même temps, comme dans chaque format de jeu de cartes, il y a des cartes qui marquent plus que d'autres. Et Ouais, bien sûr, et puis après, bah, pour qu'une carte soit forte, faut forcément que d'autres soient plus faibles pour qu'elles puissent tirer voilà, leur c'est ça. épingle du jeu. C'est un équilibre qui est difficile à mettre en place, et bah, c'est aussi mon travail à moi de faire au mieux pour que ce déséquilibre rende pas le jeu frustrant non plus, quoi. Tant que vous vous amusez, ça reste aussi le plus important C'est ça. pour moi. Bien sûr. Mais le fait est de constater quand même que les archétypes, à l'exception d'Abyss Collégial, je pense, ont Mhm. été tous représentés enfin, Oui, plusieurs fois, il me semble. sur des timings assez étonnants, parce que certains decks n'ont pas du tout été représentés pendant de longues semaines avant de exploser d'un coup, d'autres ont été extrêmement représentés assez vite pour après disparaître petit à petit et revenir de temps en temps sur quelques petites touches. Et après, effectivement, on a eu le cas Abyssoplégial qui n'a malheureusement pas touché le ladder du tout. Après, le format est plus lent que ce qu'on pourrait retrouver en TCG quand même. Mhm. Enfin, bon, ça dépend des périodes, etc. Mais ouais, on est quand même sur un format qui n'est pas si rapide que ça se joue pas en 2 tours souvent. Mais avec les abus dont j'ai parlé précédemment, ça arrivait quand même que ce soit un peu trop rapide Ouais. par rapport à ce qui était espéré. Il me semble que c'est un peu l'objectif que ce soit ralenti pour les prochaines extensions. Ouais, exactement, ouais. Ça reste quand même très agréable et on a souvent fait des BO3 très longs. Oui, Et c'est c'est vrai. cool d'ailleurs qu'il n'y ait pas la règle du time, parce que ça on n'en avait pas parlé. Oui, c'est vrai. Et ça nous permet vraiment de se creuser les méninges et tout ça. Et c'est cool de pouvoir prendre le temps en jouant à Yugi, que tous les joueurs laissent les autres réfléchir. C'est beaucoup plus confortable. Ouais. Bah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je vous promets que je l'ai pas payé pour qu'il dise ça. Bah écoute, merci beaucoup Guillaume, ça a été très complet, je pensais pas qu'on resterait quasiment 50 minutes sur tout ça. Mais écoute, j'avais prévu de toute façon que le React en globalité soit assez long, c'est le genre de vidéo un petit peu podcast, je pense à écouter même plus qu'à regarder. Donc merci à toi pour tes retours et pour la présentation aussi de ta decklist qui risque certainement d'être modifiée d'ici la prochaine saison, mais qui permet au moins aux gens de se faire un petit peu une idée de ce que t'as joué, de ce qui a été mis en avant. C'est vrai que là, un petit peu comme ça, je te l'ai pas forcément demandé, mais quel est l'archétype là que t'as préféré le plus, et quel est celui peut-être que t'aimes le moins, ou celui avec lequel t'as pas forcément eu le feeling, que ce soit à jouer, soit à affronter. Voilà, si tu veux un petit peu finir là-dessus, ça, je t'avais dit, finissons avec une note sur le format, mais voilà, si t'as envie de parler un petit peu aussi de ces archétypes, n'hésite pas. Ben, moi, mon coup de cœur personnel, c'est clairement Amouage. Ouais. J'aime beaucoup la mécanique de base. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, notamment quand je l'ai joué les premières fois, Mhm. c'est que les gens se rendaient pas compte d'à quel point c'était fort. Ouais, du coup, tu Parce pourras que en oui, c'est profiter. super fort. Et ouais, je sais pas, je kiffe trop Golden, même les arts et tout. C'est trop marrant. Après, ce que j'ai pas mal aimé aussi, c'est Weltec. Bon, pareil, c'est un archétype que j'ai beaucoup joué. Bon, De toute façon, à mon avis, au final, c'est ce pour que avoir tu t'es mis à jouer, quoi. c'est ça, pour avoir ce win rate dans le ladder, je pense que t'étais obligé de jouer cette engine, plus ou moins. Je pense quand même que c'est peut-être l'archétype tier 1 incontesté Ouais. dans cette méta. Qu'il est peut-être pas forcément sur sa représentation, mais sur sa win rate, il se rapproche même d'un tiers 0 pour le coup, mais comme on l'a C'est dit, ça. les stats restent pour l'instant un peu trop légères d'un point de vue, comment je pourrais dire, nombre de matchs, tu vois, il y a peut-être pas encore Ça, assez ouais, de... l'échantillon est Et assez peut-être un peu trop faible pour l'instant pour se faire un réel avis là-dessus, parce qu'il concerne quasiment que toi en fait. Donc la question aussi elle peut être là, est-ce que c'est le deck ou est-ce que c'est le dueliste là qui a fait la différence, là où dans d'autres decks on a un peu plus la réponse parce qu'ils ont été joués par peut-être même une dizaine de personnes différentes, là ouais. où le tien bah, ça a été joué quasiment exclusivement que par toi, donc forcément bah voilà, toi t'es premier, t'as quasiment pas perdu, donc forcément bah, le deck que t'as quasiment fait que jouer bah, se retrouve aussi avec un très bon win rate, c'est normal. Mais ouais, après, dans les engines que j'aimais pas affronter ou que j'aimais pas jouer, c'est un peu difficile à dire. En fait, c'est
Ben, en fait, plus abyssoplégial, c'est pas que j'aime pas l'archétype, c'est juste que c'est un archétype qui, à mon avis, était très difficile à sortir dans ce format. Mhm. Et que... Mais pourtant, la mécanique de base m'intéresse beaucoup. Après, aussi Elana, je suis pas un grand fan du gameplay, pour être honnête. Ouais, Je peux là. vous dire celui que j'aime le moins. Mhm. Après, en fait, le truc, c'est qu'il y a des cartes LP que j'aime pas mal, donc Épuration de tennis notamment. Oui, c'est vrai que c'est assez cocasse que tu dis ça alors que tu joues Épuration, quoi. Donc, ouais, je vais pas non plus cracher dans la soupe, mais c'est vrai Bien sûr. que du Elana pur, moi, c'est un truc, des fois, ça me saoule un peu à affronter, mais. Ouais. C'est quoi? C'est mais le c'est gros gain pas- de LP? C'est le fait qu'il y ait beaucoup d'attaques? C'est un peu les deux, peut-être? En fait, j'ai l'impression que c'est comme si je jouais contre Amroche, sauf que j'ai pas l'affect que j'ai avec Amroche. Ouais, je vois l'idée. C'est frustrant à affronter quand ça go first, des fois t'as l'impression que tu vas jamais pouvoir remonter la situation quand c'est bien installé, etc. Mhm. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit un deck unfair, et au contraire, je pense que Ouais, le deck puis sa a des winrate, grosses là, faiblesses. là, pour le coup, sa winrate à lui, il a plutôt bien prouvé. Il y a un bon échantillon, plusieurs joueurs différents qui l'ont joué. On a vu que ça peut gagner, mais on est clairement sur un deck qui s'est installé tranquillement, mais sans être du tout un roi de la méta, quoi. Ouais. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a fait un joli tour là. On s'est dit les choses. Et Carrément. écoute, j'espère, je te le souhaite, de te retrouver ici avec une deuxième étoile pour la saison prochaine. Peut-être que ça n'arrivera plus, peut-être que ça arrivera assez vite. On ne sait pas. Mais voilà, écoute, moi je te dis à très bientôt sur le ladder. Et puis voilà, on espère que vous aussi, qui avez écouté Guillaume, ça vous a motivé, pour ceux peut-être qui ne jouent pas, à vouloir découvrir le format, à vouloir essayer de tenter des trucs. C'est quelque chose quand même que tu conseillerais aux gens, quoi, de venir et de découvrir. Et puis de ce qu'on voit aussi, vous êtes, toi comme plein d'autres, tu vois, le fait d'être premier ladder ne t'a pas empêché aussi de donner des conseils à plein de joueurs. Donc au final, je pense que c'est aussi quelque chose que vous voulez tous dans le groupe des participants du ladder, c'est d'avoir encore plus de joueurs à affronter et avec qui s'amuser. Ouais, c'est clair, ouais, il y a beaucoup de gens qu'on voit qui hésitent à passer le cap, en plus, qui Ouais, s'intéressent sans se lancer. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur de se lancer et puis de se prendre 2-3 corrections au début. Mhm. Parce que en fait, on rate pas mal de choses à pas se lancer dans la mesure où il y a plein de cartes exclusives. Et par rapport aux autres TCG qui existent depuis plusieurs années, là c'est vraiment le début enfin c'est le lancement du format. Il n'y a aucune théorie qui est accessible, c'est à nous de la créer. Ouais. Et c'est aussi ça qui est stimulant, c'est de se creuser un peu les méninges pour créer la méta. Au Et de lieu faire de partie de juste, l'histoire du format aussi, je pense. c'est ça, au lieu de juste chercher les decks sur internet en TCG, quoi. Ah, c'est sûr que là, le net deck, il existe pas trop pour l'instant dans le. T'es peut-être même la première représentation du net decking avec la decklist que tu nous montres. Ouais, c'est un peu ça. Il y a quelques listes qui ont été partagées, mais c'était sur le Discord. Après, Ouais, c'est en public, ouais. c'est la première saison, donc voilà, elles valent ce qu'elles valent dans le sens où il y a peu d'échantillons de game. Les gens ont plus fait ça pour le partage que vraiment du theorycraft de malade. Mhm. Ouais, bien sûr. Mais voilà, c'est intéressant. Et puis ça se fait aussi pas mal, vu que c'est sur Discord, bah, c'est pas mal du bouche à oreille quand on se donne des astuces entre nous. Et C'est ça, faut c'est pas ça. hésiter à venir nous voir, parce que enfin, on est tous très, très bienveillants Ouais, et on a des conseils à donner. voilà. Ah, voilà. Vous l'avez entendu, on a besoin de vous. Donc n'hésitez pas à venir. Et puis voilà, maintenant je vais enfin te libérer officiellement. Et puis merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi Guillaume. Merci à toi, Taïgo. Ciao. Ciao.